médico-social, parce que on nous demande dans la situation de nouveau confinement, etc. Et en plus, c'est un super écho. De continuer à travailler, bien entendu, pour le secteur médico-social. Les directives ministérielles sont claires, on doit accueillir tous les enfants. C'est-à-dire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée. Par contre, nous, on doit récupérer tous les gamins qui sont en situation de handicap. Ça, c'est une chose. Et en plus, on nous dit, et puis s'il y a d'autres enfants qui ont des besoins, vous pouvez peut-être aussi les accueillir. C'est réellement un scandale. Je pense que c'est ce que la délégation va porter à l'instant, là, quand ils vont rentrer auprès de l'ARS d'été Haute-Garonne. Et puis, bien sûr, la considération, nous, on ne veut pas qu'on nous dise qu'on est des héros, qu'on est gentils, etc., à l'instar de nos camarades de la santé. Nous, ce qu'on veut, parce que ça fait 25 ans qu'on a perdu une trentaine de pourcents de pouvoir d'achat. Nous, ce qu'on veut, c'est des revalorisations de salaire. 183 € tout de suite et jusqu'à 300 € pour tout le secteur social et médico-social très bientôt. Merci à toutes et tous d'être là. On va laisser la délégation rentrer. On vous donne rendez-vous, bien entendu, à 14 h aussi, place du Capitole. À la fois, effectivement, le secteur social et médico-social, mais aussi tout un tas de secteurs de l'interprofessionnel qui sont en lutte. Parce que tous ensemble, c'est comme ça qu'on est plus fort. Merci à toutes et tous, et on aura des prises de parole un peu plus tard. Merci encore à vous. En fait de compte, c'est que moi, ça fait la 3e fois, là, je suis montée à Paris, je suis venue 2 fois ici. Bon, j'ai l'impression qu'on nous répète toujours les mêmes choses, donc c'est à nous nous mobiliser, à ne pas baisser les bras. On a beaucoup parlé aussi, je dirais, de notre souffrance au travail. De comment on les considère, de comment bon nombre de nos collègues sont en burn-out, on en ras-le-bol, est fatigué, et comment le management aussi nous broie quotidiennement dans nos actions professionnelles. Je veux dire, il faut vraiment continuer à ne pas baisser les bras. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est à nous aussi d'écrire notre histoire du médico-social, de l'action sociale, et de dire, non, on n'est pas des oubliés, non, on a de la force, et on est aussi indispensable que n'importe quelle autre forme de métier dans la société, voilà. Et on doit défendre nos droits, on fait des métiers qui sont magnifiques, qui sont humains, on défend des droits humanistes, et on ne baissera pas les bras, voilà, continuons ensemble, et surtout restons ensemble, voilà, pour défendre tout ça. Alors effectivement, le Ségur a été négocié à partir de septembre. Moi-même dans mon établissement, puisque je suis fonction publique, qu'on ne l'avait pas, tous les camarades des SIAD, des CESAD, de l'IME, du foyer ne l'avaient pas. Et effectivement, quand on est salarié, c'est pas facile de se mettre en grève. Et c'est pas facile de croire que la lutte paye. Et donc on a réussi à les mobiliser et on y est arrivé. Et moi, comment on statut du syndicat, mais je pense vraiment, quand on continue la mobilisation, l'action sociale, elle va obtenir ça parce que ça ne peut pas en être autrement. Donc, déjà, on remercie ceux qui sont là. C'est pas facile d'aller convaincre les camarades, mais je suis sûr qu'il y a une synergie qui fait qu'à un moment donné, on va l'obtenir parce que la lutte, ça paye. Voilà, donc maintenant, je donne tous rendez-vous, ceux qui peuvent, place du Capitole, d'autres actions, il va y en avoir, d'autres formes, mais on va y arriver, on va gagner parce qu'il ne peut pas en être autrement. Merci. Non, bien sûr. Et ceci dit, c'était intéressant. Ça devait être la 4e ou 5e fois, donc on a été reçu par le directeur adjoint, et alors là c'était assez basique puisque la dame, très gentille, c'est pas sa faute, mais elle était responsable de la transformation de l'offre. Ah d'accord. Et lui effectivement était informaticien, donc il ne connaissait pas le secteur, il a dit qu'il ne le connaissait pas avant d'y arriver. Donc je trouve que là on était déjà dans le nœud de ce qui nous arrive et de ce qui nous tombe dessus depuis des années. C'est-à-dire que la question de la transformation de l'offre, c'est bien qu'eux-mêmes qui l'ont inventé. Oui, voilà. J'ai le droit, hein. Mais t'as le droit. Et donc voilà, donc ce qu'on a pu en tout cas faire valoir, c'est qu'il y avait non seulement de l'injustice, il y avait un énorme sentiment d'injustice chez les collègues, il y avait un énorme sentiment de colère aussi, qu'à tout moment ça pouvait être une explosion de grève, une explosion de droits de retrait, une explosion de maladie, selon nos établissements, selon la moindre petite étincelle qui peut mettre le feu aux poudres. La question des 183 € et pour la CGT des 300,
mais quand bien même la question des augmentations de salaire, bien sûr qu'elle était au centre, et c'est ça qui nous cristallisait notre présence aujourd'hui, mais que plus généralement, on est en train de payer mais la politique libérale de destruction de notre secteur depuis 15 ans. C'est-à-dire que cette histoire de transformation de l'offre, c'est exactement ce qui nous tue dans notre secteur. Je vois les collègues qui sont dans les IME où on en doit accueillir les TSA et les têtes parce que ça c'est bankable. Mais un enfant d'ITEP c'est pas bankable. Un enfant qui est placé c'est pas bankable. Et d'ailleurs en quoi un autiste devrait être plus bankable qu'un autre trouble. Voilà le problème. On nous oblige. On a pu le faire. Excusez-moi, je suis plus fatigué en sortant qu'à l'intérieur. On a pointé aussi les histoires de tarification à l'acte de Séraphin PH. Et d'ailleurs, lui-même, le directeur adjoint, nous dit c'est passé à l'hôpital il y a 20 ans. Mais bien sûr que ça s'est passé à l'hôpital il y a 20 ans. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital il est en train de crever sous la pandémie. Encore plus que s'il n'y avait pas eu ces politiques libérales. Le président de la République, le premier épidémiologiste de France, qui nous a donné la leçon jeudi soir. Enfin, il a parlé de notre secteur, le médico-social. Pourquoi faire? Pour nous dire, travailler, travailler, travailler plus. Depuis un an, est-ce qu'on n'a pas travaillé? On n'a pas arrêté un jour de travailler. On est tous les jours au travail. Et qui organise? Quand c'est bien organisé, c'est les salariés à la base qui organisent l'adaptation des postes, comment on va faire avec les nouvelles consignes sanitaires qui des fois changent, que des fois on apprend nos propres directions parce qu'ils ne sont pas au courant. Bon, qui organise? Les travailleuses et les travailleurs. On a aussi évoqué, même si ce n'était pas le bon lieu, mais on a évoqué nos collègues du social, de la protection de l'enfance, qui sont les oubliés des oubliés, qui eux aussi ont travaillé sans discontinuer pendant un jour, pendant un an. Bien sûr, toute cette pandémie. Bref, voilà, on a mis tout ça en avant, tac, tac, tac. On a parlé bien sûr des salaires infra-SMIC. Je crois que chacun d'entre nous a pu évoquer ça. Je crois qu'on leur apprenait. Voilà, il faisait des yeux. Donc bien sûr que c'est rattrapé les salaires infra-SMIC. Ah oui, la dame nous disait, alors pour les 180 €, si c'était pas inintéressant. Donc voilà, elle disait que dans un premier temps, il avait fallu en urgence répondre aux problématiques dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Et puis maintenant, peut-être qu'on peut discuter pour le médico-social et tout ça. Déjà sur le timing, c'était un mensonge. Je ne sais pas si c'était un mensonge qu'elle faisait exprès de porter ou si elle réécrivait l'histoire. Non, d'abord ça a été le Ségur dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la CGT, on n'a pas signé le Ségur dans les hôpitaux. On en a parlé à nos bases, et les bases syndicales, c'est comme ça que ça fonctionne à la CGT, elles ont dit on ne signe pas le Ségur. Par contre, une fois que le Ségur a été signé et a été par d'autres organisations syndicales et mis en place, alors il a été étendu à la santé privée au niveau des négociations. Et effectivement, dans la santé privée, nos organisations syndicales ont pris leurs responsabilités en signant pour qu'il y ait une extension du Ségur pour nos collègues d'EHPAD. Et je vais finir là-dessus, mais l'exemple des EHPAD, il est parlant. Et d'ailleurs, elle a eu aussi cette phrase que j'ai trouvée très violente, mais pas, c'est violent parce qu'elle avait raison. Elle nous a dit, les EHPAD, moi j'y étais il y a 10 ans, je connais très bien les EHPAD, nanana. Et ce que vous vivez, ce que vous nous décrivez aujourd'hui tous les quatre, c'est ce que j'ai vu dans les EHPAD il y a 10 ans. Mais ça, c'est pas rassurant du tout, chers les camarades. Mais c'est pas rassurant du tout que ce qu'on soit en train de vivre, c'est comme dans les EHPAD. Parce qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, elles ont, alors certes, il y a eu des revalorisations salariales, mais c'est déjà trop tard. C'est là où effectivement les salaires, c'est bien quelque chose qui, à la fin, ce qu'on a dans l'assiette, c'est très important. Mais ce qui compte, c'est nos conditions de travail. Ce qui compte, c'est comment on embauche. C'est comment on embauche des remplaçantes et des remplaçants. Aujourd'hui, nos patrons, ils ont pensé à quoi? Faire de l'intérim. On a des gens qui viennent remplacer pour 4 heures. On a des gens qui viennent remplacer pour un jour. Ils sont envoyés dans un autre établissement. Il n'y a pas de lien. Donc voilà, en un an, cette pandémie, bien sûr qu'elle aggrave, bien sûr qu'elle touche notre moral, bien sûr que tout ça. Mais cette pandémie, elle vient montrer comment le système, ils étaient en train de le détruire. Et notre force, c'est ce qu'on doit faire dans les semaines, dans les mois à venir. On n'est pas assez nombreux, mais à la fin, on est déjà beaucoup plus nombreux que s'il n'y avait pas eu le reconfinement. Moi, j'en ai ma main coupée. Et oui, nous devons les arracher, c'est 183 €. Et si on peut, on va arracher les 300. On doit emporter avec nous les collègues du social et de la protection sociale, de la protection de l'enfance, parce que là aussi, ils ont des situations totalement ubuesques. Entre le temps où il n'y a pas d'argent, entre ici c'est 500 €, à tel autre endroit c'est 1000 € de prime. Et puis de toute façon, la question c'est pas les primes, c'est bien les augmentations de salaire, et c'est tout ça
qu'on n'a pas gagné aujourd'hui, mais en même temps, qui pensaient sincèrement qu'en sortant d'un RS, on gagnerait. Mais par contre, c'est bien un combat de longue haleine et on doit convaincre encore plus de collègues. Alors, il y a des établissements très mobilisés, tu vois, mais il y en a où ils ne sont pas. Alors, peut-être que la prochaine démobilisation qu'on peut imaginer, c'est de se déplacer vers un établissement qui n'était pas mobilisé pour aller parler aux collègues, pour utiliser notre matinée de grève, pour se déployer dans 3 ou 4 établissements, des gros établissements du département, aller distribuer un tract, voyons s'il peut être intersyndical, etc., pour essayer de construire une mobilisation plus forte et plus importante et plus centralisée.